De plus en plus de preuves montrent qu'Israël a effectivement réussi à frapper une installation nucléaire iranienne et que des dégâts assez sérieux y ont été causés. Téhéran se retire des négociations nucléaires avec les États-Unis d'Amérique et affirme de plus en plus qu'il est réellement prêt à développer des armes nucléaires. Parce que, soi-disant, c'est la seule chose qui pourrait détruire Israël. Dans les rues de Téhéran hier, on a entendu des appels disant qu'Ali Khamenei devrait accélérer la création d'armes nucléaires afin de frapper Israël avec. Dans cet épisode, nous allons justement discuter de cet événement concernant la destruction du site nucléaire iranien par Israël, et nous allons passer en revue toute la chronologie des événements entre l'Iran et Israël à cette phase de la guerre. Mais surtout, nous allons ensemble retracer ce qui s'est passé au cours de ces 2 derniers jours et souligner les points importants concernant les attaques visant spécifiquement les sites nucléaires iraniens. Je m'appelle Alexei Petchi. Nous sommes le 14 juin. Passons maintenant à la suite, étape par étape. Mais avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like et écrivez un commentaire. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de cette vidéo. Nous y publions des informations d'actualité dès qu'elles arrivent. Alors clarifions tout. Israël a lancé une vague de frappes sans précédent contre l'Iran peu avant le lever du soleil vendredi matin, touchant des sites clés du programme nucléaire du pays ainsi que des quartiers résidentiels dans les zones prestigieuses de Téhéran, et en tuant certains des hauts dirigeants militaires de ce pays. Eh bien, ici, j'ai déjà eu le temps d'analyser des images satellites, des dizaines de vidéos publiées sur les réseaux sociaux, afin d'essayer de comprendre comment cette opération à grande échelle se déroule à travers tout l'Iran. Permettez-moi de vous donner un peu de chronologie. Donc, littéralement juste avant l'aube vendredi, les premiers rapports d'explosion à Téhéran sont arrivés vers 3h30 du matin, heure locale, vendredi. Des frappes ont également été menées contre une installation nucléaire à Natanz, qui se trouve à environ 250 km au sud de Téhéran. Selon des informations apparues, dès 4 heures du matin, l'armée de défense d'Israël a annoncé avoir frappé des dizaines de cibles militaires, dont des installations nucléaires, dans différentes régions d'Iran à l'aide d'avions. La déclaration a été faite à 3h44 du matin, heure israélienne, ce qui a 30 minutes de retard par rapport au fuseau horaire iranien, à 4h35 vendredi. Quelques minutes plus tard, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a souligné que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans les frappes israéliennes unilatérales. À 5h17, Netanyahou a déclaré à la télévision qu'Israël avait agi pour repousser la menace iranienne contre sa survie même. Il a déclaré que l'opération se poursuivrait aussi longtemps qu'il le faudrait pour éliminer toutes les menaces. Netanyahou a déclaré que l'Iran avait produit suffisamment d'uranium hautement enrichi pour 9 ogives nucléaires. Voici sa citation. « L'Iran peut produire une arme nucléaire en très peu de temps. Cela peut prendre 1 an, cela peut se faire en quelques mois. C'est un danger clair et réel pour la survie d'Israël. » Dès le matin, les militaires israéliens ont déclaré avoir tué les 3 personnes les plus haut placées dans l'armée iranienne et dans son programme nucléaire. Malgré la précision apparente des frappes de vendredi, des victimes civiles ont également été rapportées. Vendredi matin, l'armée israélienne a annoncé que l'Iran avait lancé plus de 100 drones vers le territoire d'Israël et que les forces de défense aérienne se tenaient prêtes à les intercepter. Vers midi, les médias iraniens ont commencé à rapporter qu'Israël avait lancé une nouvelle frappe contre la ville de Tabriz, au nord-ouest, et que l'aéroport de Tabriz avait été la cible d'une attaque massive israélienne. Vendredi, après des décennies de menaces, Israël a lancé une attaque audacieuse contre l'Iran, ciblant ses installations nucléaires, ses scientifiques et ses chefs militaires. Mais les évaluations internationales, y compris celles de la communauté du renseignement américaine, affirment que le programme nucléaire iranien n'est actuellement pas destiné à l'armement. Téhéran a aussi souligné maintes fois qu'il ne produit pas d'armes nucléaires. Mais ensuite, des rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique apparaissent, indiquant qu'il se prépare tout de même à fabriquer des armes nucléaires. Et bien sûr, ce n'est ni un mensonge ni une contre-vérité de dire qu'il ne possède pas d'armes nucléaires pour le moment. Mais il est tout aussi vrai que ces armes peuvent apparaître à tout moment. Eh bien, examinons un peu ce programme nucléaire avant de passer au moment où nous prouverons qu'il y a réellement eu une frappe sur un site nucléaire et que celle-ci était assez sérieuse. Et en général, comment le programme nucléaire de l'Iran est-il apparu ? Appelons-le pour l'instant pacifique. En fait, les États-Unis ont lancé le programme nucléaire avec l'Iran en 1957.
À cette époque, l'Iran était dirigé par le monarque Shah, ami de l'Occident, et les deux pays étaient encore amis. D'ailleurs, Israël et l'Iran étaient aussi de très proches amis, avec de bonnes relations, et rien ne laissait présager de problèmes à l'époque. Avec le soutien des États-Unis d'Amérique, l'Iran a commencé à développer son programme d'énergie nucléaire dans les années 1970. Mais les États-Unis ont cessé leur soutien lorsque le Shah a été renversé lors de la révolution islamique en 1979, après la révolution qui a transformé l'Iran en république islamique. Les pays occidentaux s'inquiétaient que le pays puisse utiliser son programme nucléaire pour fabriquer des armes atomiques en utilisant de l'uranium hautement enrichi. C'est pourquoi on parle tout le temps de cet enrichissement de l'uranium et pourquoi ces négociations ont toujours duré aussi longtemps. Téhéran affirme qu'il ne cherche pas à fabriquer d'armes nucléaires. Il est signataire du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de l'Organisation des Nations Unies, en vertu duquel il s'est engagé à ne pas développer de bombes nucléaires. L'Iran a passé des décennies à développer son programme nucléaire et le considère comme une source de fierté nationale et de souveraineté. L'Iran affirme que son programme est exclusivement destiné à des fins énergétiques pacifiques et prévoit de construire d'autres centrales nucléaires pour répondre à ses besoins énergétiques internes et libérer davantage de pétrole pour l'exportation. Mais alors une question se pose, pourquoi enrichir l'uranium? Pourquoi l'enrichir et le stocker? Et surtout, pourquoi cacher les installations nucléaires profondément sous terre? Si c'est un programme absolument pacifique, alors pourquoi l'Iran n'autorise-t-il pas plus souvent les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui pourraient venir vérifier et constater qu'effectivement il n'y a pas de problème, que c'est un programme absolument pacifique, que tout est clair, tout va bien? L'Iran ne le fait pas. Ce programme est controversé car les centrales nucléaires nécessitent de l'uranium comme combustible. Et selon l'Observatoire nucléaire de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire l'Agence internationale de l'énergie atomique, aucun autre pays au monde ne possède un type d'uranium comme l'Iran sans avoir de programme nucléaire. C'est là le point clé. C'est-à-dire que pour alimenter les centrales nucléaires, il faut de l'uranium beaucoup moins enrichi. Et un tel uranium que possède l'Iran n'est disponible que dans les pays qui possèdent officiellement des armes nucléaires. Voilà le point clé, suscitant des soupçons sur la transparence de l'Iran quant à ses intentions. Téhéran a utilisé ses réserves d'uranium de qualité militaire comme monnaie d'échange lors des négociations avec les États-Unis, déclarant à plusieurs reprises qu'il s'en débarrasserait si les sanctions menées par les États-Unis étaient pas levées. En d'autres termes, l'Iran affirme, sans équivoque, « Nous n'avons pas besoin de cet uranium enrichi pour nos centrales nucléaires. Nous sommes disposés à nous en défaire si les États-Unis lèvent toutes les sanctions, etc. » Mais lors des derniers cycles de négociations, l'Iran a soudainement refusé. Nous ne renoncerons pas entièrement au stock d'uranium enrichi déjà accumulé, et en plus nous voulons continuer à l'enrichir. Ici, même sans comprendre l'énergie nucléaire, une question se pose. Pourquoi? Pourquoi avez-vous besoin de stock d'uranium enrichi? Et pourquoi voulez-vous continuer à l'enrichir si cet uranium n'est absolument pas nécessaire pour entretenir, comme vous le dites, un programme nucléaire pacifique? Cela pousse à penser que l'Iran cherche tout de même, à un moment donné, à annoncer « Oh, excusez-nous, nous avons déjà créé une arme nucléaire. » De plus, il y a déjà eu un accord nucléaire avec l'Iran en 2015 lorsque les sanctions contre l'Iran ont été levées. Conformément à l'accord nucléaire de 2015 conclu par l'ancien président américain Barack Obama et officiellement connu sous le nom de Plan d'action global commun. L'Iran avait alors accepté de réduire drastiquement le nombre de centrifugeuses et de limiter l'enrichissement de l'uranium à des niveaux bien inférieurs à ceux nécessaires pour fabriquer des armes, en échange d'un allègement des sanctions. Mais lors de son premier mandat en 2018, Donald Trump s'est retiré de cet accord, déclarant que, je cite, « La structure pourrie de l'accord n'était pas suffisante pour empêcher l'Iran de développer une bombe nucléaire ». Il a renforcé les sanctions contre l'Iran et a menacé d'imposer des sanctions à tout pays qui aiderait le régime à obtenir des armes nucléaires. Lors de son second mandat, Donald Trump a repris les tentatives de conclure un nouvel accord nucléaire avec l'Iran. Seulement quelques heures avant les frappes israéliennes, le président des États-Unis a mis en garde Israël contre une attaque pendant les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump a alors déclaré qu'il pensait qu'un accord était en place et qu'il ne voulait pas d'intervention, car cela gâcherait tout. Ça peut vraiment aider, mais aussi tout gâcher. Plus tard, il s'est avéré que tout cela n'était qu'un jeu diplomatique.
Donald Trump était au courant des préparatifs d'une attaque contre l'Iran, y compris des sites nucléaires, mais il devait publiquement exprimer son opposition à cette attaque. Eh bien, voilà plus tard. 2 responsables américains, informés des conséquences des frappes israéliennes contre des cibles en Iran, ont commenté la frappe contre le site nucléaire de Natanz et ont déclaré, selon les premières informations, que la frappe contre le site nucléaire de Natanz avait été efficace. Les responsables américains affirment qu'il ne s'agit pas seulement de dommages superficiels, comme le prétend la partie iranienne, mais aussi de conséquences pour les étages souterrains où se trouvent les centrifugeuses utilisées pour l'enrichissement de l'uranium. Là-bas, en particulier, l'électricité a été coupée et, probablement, des dégâts importants ont été causés. Il est à noter qu'Israël a simultanément mené une cyberattaque contre le site de Natanz et, en parallèle à cette cyberattaque, une frappe de missiles aurait pu mettre cette installation hors service. Suite aux attaques nocturnes d'Israël, une fuite de particules alpha radioactives s'est produite dans l'installation d'enrichissement d'uranium de Natanz, en Iran, selon un message ultérieur. Selon Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est ce qui a été rapporté. Le niveau de radiation à l'extérieur du site de Natanz reste inchangé. Le type de contamination radioactive présent à l'intérieur du site, principalement des particules alpha, peut être contrôlé à l'aide de mesures de protection appropriées. Le chef de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran, Mohammad Eslami, affirme pour sa part que les attaques israéliennes n'auraient pas causé de dommages importants au site de Natanz et n'auraient pas entraîné de fuites radioactives. Heureusement, les dégâts se sont limités au sol, sans faire de victimes. Il n'y a pas eu non plus de fuites radioactives qui auraient pu inquiéter la population. Actuellement, nous évaluons les dégâts, mais comme vous pouvez le constater, les 2 évaluations diffèrent complètement. Les Iraniens assurent qu'il ne s'est rien passé de grave. Mais plus tard, des photos sont apparues sur Internet indiquant qu'au moins des installations au sol ont effectivement été détruites. Une frappe pénétrante a probablement aussi touché une installation souterraine, parce que le rejet de radiation à l'extérieur indique que, au minimum, il y a eu une brèche dans cette installation. Pour conclure, il est clair qu'Israël poursuivra ses attaques, car aujourd'hui, le chef d'état-major de l'armée de défense d'Israël, Eyal Zamir, et le chef de l'armée de l'air, Tomer Bar, lors d'une évaluation de la situation, ont déclaré que les militaires israéliens avaient l'intention de reprendre les frappes contre des cibles dans la capitale iranienne, Téhéran. Et ensuite, je vais citer leurs propos. L'armée de défense d'Israël agit conformément à ses plans opérationnels et les chasseurs de l'armée de l'air israélienne sont prêts à reprendre les frappes contre des cibles à Téhéran. Autrement dit, comme vous le comprenez, ces attaques vont continuer et Israël, même après cette nuit terrible, n'a pas l'intention de les arrêter. Et pour finir, j'ajouterai que les militaires israéliens ont déclaré que lors des frappes contre l'Iran, 9 scientifiques et experts impliqués dans le programme nucléaire iranien ont été tués. C'est plus que le chiffre précédent de 6 personnes. L'armée de défense d'Israël a déclaré qu'à la suite de la frappe de vendredi, Ali Bahoui, Karimi, Mansour Asghari et Saïd Borji ont été tués. Ce sont des spécialistes en mécanique, en physique et en sciences des matériaux, respectivement. Leur mort a déjà été confirmée par l'agence de presse iranienne semi-officielle Tasnim. Israël avait précédemment déclaré avoir tué 6 experts impliqués dans le programme nucléaire, ainsi que 3 dirigeants militaires clés. D'ailleurs, à ce trio s'est ajouté un autre chef militaire qui a également été éliminé. Cela a été révélé un peu plus tard. Et ce chef militaire, c'est Amir Ali Hajizadeh. La mort de ce commandant des forces aériennes du corps des gardiens de la révolution islamique a été un coup dur pour Téhéran, car Hajizadeh dirigeait précisément le programme de missiles du pays qui était lié à la défense de l'espace aérien et à la conduite d'attaques à l'étranger. C'est lui qui a été l'instigateur de la précédente attaque de l'Iran contre Israël en avril 2024, ainsi que de la frappe de missiles contre la base américaine en Irak en 2020. Et c'est aussi cet Amir Ali Hajizadeh qui était responsable du transfert des drones iraniens Shahed à la partie russe, qui ont ensuite été utilisés contre l'Ukraine. C'est lui qui supervisait le programme de transfert des drones Shahed aux Russes, c'est lui qui envoyait des instructeurs en Russie pour former les Russes à lancer ces drones. Et c'est précisément lui qui porte, sans doute, la plus grande responsabilité pour les morts en Ukraine causées par les frappes des drones iraniens. Ici, je mets des points de suspension. Partagez votre opinion et vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez les notifications et n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement via un don en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code à réponse rapide affiché à l'écran.
Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.